Bonjour à tout le monde. Donc, je vais commencer à introduire un petit peu ce webinaire. Donc, ça donnera du temps aux derniers arrivants. Donc, nous attendons normalement encore quelques personnes. Donc, tout d'abord, bonjour et bienvenue. Donc, moi, je m'appelle Johanna. Donc, je travaille pour le projet PRINT, donc Pôle Ressources Inclusion Numérique pour tous, qui est développé par l'URIOPS Hauts-de-France. Et c'est un projet qui est financé par des fonds européens et qui a pour objectif d'accompagner nos adhérents, donc des structures sociales, médico-sociales vers le numérique et au travers des formations, des temps d'échange, l'organisation de webinaires notamment. Et aussi, on a un projet de recherche qui est adossé à notre programme et qui permet justement d'analyser un petit peu les pratiques numériques dans le travail social. Donc, je vous mettrai dans le chat notre site et aussi le lien vers les formations parce qu'on a le plan de formation qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Elles sont gratuites puisqu'on bénéficie du financement européen et ce qui est plutôt avantageux pour les participants. Bienvenue aussi au CRAGEP, à Sophie, Nicolas et Mehdi qui vont aujourd'hui nous présenter leur projet. Donc un projet d'éducation à la citoyenneté numérique autour du coup des jeunes et le lien avec leur lien avec le numérique. Donc ils vont vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. En tout cas, l'idée c'est de voir aussi d'interroger nos préjugés vis-à-vis du numérique, aussi les comportements des jeunes vis-à-vis du numérique et voilà de se remettre en question en permanence pour analyser et pour voir les pratiques numériques d'un autre angle. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, le webinaire, il est enregistré parce qu'on le mettra ensuite sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas après si vous voulez le relayer à des collègues. C'est tout à fait possible. Et si ça vous embête pas de mettre les caméras, après nous, on peut couper les vidéos pour qu'elles soient pas sur notre site internet. Mais c'est beaucoup plus sympa pour les personnes qui présentent de voir les personnes en vidéo. Sinon, c'est un peu frustrant de parler devant des petites vignettes noires. Donc, n'hésitez pas à mettre la caméra. Vos micros sont coupés parce qu'on est, a priori, on est assez nombreux. Mais en tout cas, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Et l'idée, c'est que Sophie, Nicolas et Mehdi fassent une présentation voilà, qui explique leur projet pendant environ 45 minutes. Et ensuite, il y a vous pouvez poser vos questions. Et même aussi entre deux, bien sûr. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Donc, je laisse la main à Sophie et à ses collègues. Merci beaucoup encore Bien à vous sûr. trois d'être présents aujourd'hui. Merci beaucoup, Johanna, pour cette présentation déjà super de l'ECN. Et puis, merci plus largement pour l'invitation à présenter. Donc, je m'appelle Sophie. Moi, je travaille au CRAGEP, CRAGEP pour Comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire dans les Hauts-de-France, puisque c'est régional. Et je présente aujourd'hui ce qu'on fait avec mon collègue qui est juste à côté de moi. Vous voyez ma main, là, ouais. Qui est Nicolas Deschamps, qui lui travaille au sein de l'UFCV, et Mehdi qui prendra la parole après nous, qui travaille au sein de Léo Lagrange. Et moi, je vais parler très, très peu finalement, parce que moi, je vais juste vous présenter la recherche action ECN. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait et la particularité de notre recherche action, comme vous le verrez après, c'est que ce sont les coordinateurs départementaux, c'est-à-dire aujourd'hui Nicolas et Mehdi, qui exercent, mettent en œuvre, animent cette recherche action dans les territoires. Donc, on vous fera un éclairage dans la Somme, comment résonne, entre guillemets, cette recherche-action avec Nicolas. Et juste après, dans l'Oise, comment résonne cette recherche-action avec des exemples de terrain, de paroles de jeunes, de paroles d'acteurs, de ce qui a été mis en œuvre. Évidemment, les copains, vous me coupez si je dis des bêtises à un moment donné, Bien parce que évidemment. ça m'arrive. Par exemple, de tout reproche. D'abord, on parle beaucoup de recherche-action, mais c'est toujours bien de resituer cette encart-là sur la diapo pour information. Elle était dans notre premier rapport de synthèse qui est sorti il y a un petit moment maintenant, c'était en 2023, celui-là, où on s'était évertué à essayer de présenter ce qu'était une recherche-action le plus simplement possible, mais je vais essayer de vous le faire de vive voix. Le principe d'une recherche-action, c'est de faire de la recherche en associant des acteurs scientifiques, donc qui ont un cursus universitaire, et des acteurs non scientifiques. L'une des premières formes de recherche-action, d'où l'encart qui est juste là, c'était au moment de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, avec Dewey notamment,
où on était en pleine période de pénurie alimentaire. Enfin, concrètement, on avait du mal à nourrir les foyers américains. Et les chercheurs, pour faire face à cette période de pénurie, se sont dit qu'ils allaient travailler en étroite collaboration, coopération avec les mères de famille pour leur demander comment introduire des abats alimentaires dans l'alimentation des enfants. Et partant de là, endiguer un peu la pénurie alimentaire. Mais sachez-le, je vais continuer les recherches sur le sujet. La recherche-action, ça existait même avant ça, mais sans avoir le label recherche-action. Et par exemple, au moment des premières croisades, périples maritimes, etc., on demandait aux personnes qui naviguaient en mer de recenser un peu la faune locale et pour documenter un peu l'état des lieux de la recherche. Voilà, sachez-le. Donc ça existe depuis bien longtemps et finalement c'est plus ou moins ce qu'on fait encore aujourd'hui avec le CN, c'est-à-dire que j'étais initialement l'actrice scientifique de la démarche avec le cursus universitaire et j'ai travaillé en étroite collaboration avec mes collègues qui sont juste là aujourd'hui, donc notamment Nicolas et Mehdi, qui eux n'avaient pas nécessairement fait de recherche auparavant, avec l'idée de permettre à des acteurs de terrain qui sont au contact de jeunes et d'acteurs éducatifs de documenter le mieux possible les pratiques numériques de leur public pour proposer des contenus de formation qui soient adéquats. Et dans la forme, nous, en tout cas dans le cadre de l'ECN, on a mis ça en place avec des interviews, donc des entretiens, en fait, une heure et demie, 2 heures, ça dépend du public qu'on mène avec les jeunes d'un côté. On a la chance d'être financé par l'Europe et donc de bénéficier de la définition européenne, disons, de la jeunesse, qui s'étale de 7 à 30 ans. Ce qui nous laisse un terrain de jeu assez conséquent, mais pour être tout à fait transparente, le gros de nos entretiens, il est quand même mené avec du public de 14-18 ans et 19-25 ans. On a un peu documenté les usages des jeunes moins de 10 ans, mais ça reste assez parcellaire parce que c'est vraiment l'entrée dans le numérique, il y a peu d'équipements, enfin voilà. Et notre autre public, ce sont ce qu'on appelle les acteurs éducatifs, même les accompagnants, puisque c'est très très large. On y incorpore, nous, les parents, les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés, les animateurs, en fait, toutes les personnes aujourd'hui qui ont un espèce de regard sur la place, l'usage du numérique pour les jeunes. Et on fait ça depuis 2022. Et partant de là, on crée des contenus de formation, on crée des ressources pédagogiques et on publie des rapports qui font 50-70 pages, mais qui ont toujours une version de synthèse de 10-12 pages, notamment avec Nicolas. C'est bon, je n'ai pas loupé de trucs là sur la présentation? Non, Non, c'est bon. tout à fait. Je passe à la suite, parce que je vous le rappelle, je ne dois pas parler longtemps, moi. Et tu peux parler longtemps. Non. Donc, j'ai juste voulu vous mettre un peu en lumière notre précédente recherche, notre précédent cycle de recherche finalement. Donc, celui-là, il s'étalait de 2023 à 2025. Vous avez juste ici le visuel du rapport de recherche dans sa version de synthèse. Et ici, la version un peu plus large de 50 pages. Et donc, on vous a fait dans ces deux rapports la restitution des entretiens qui ont été réalisés et aussi de ce qui a été constaté dans les actions de formation, de sensibilisation ou d'animation des coordinateurs. Donc, on avait mené des entretiens, encore une fois, aussi bien auprès de jeunes que d'accompagnants. Et donc, vous avez là à peu près les visuels. Donc, on avait 35 jeunes qui ont été enquêtés, qui avaient entre 7 et 29 ans, qui venaient de milieux sociaux, disons, assez divers et variés. Je l'explique toujours, la strate d'inconnus pour la répartition par jeunes, c'est plus flagrant dans ce rapport-là, puisque on a enquêté beaucoup de jeunes issus de l'éducation spécialisée, donc étant en foyer de jeunes travailleurs, et donc pour certains qui n'avaient pas connaissance de la profession de leurs parents ou de liens qui avaient perduré avec leurs parents, d'où l'inconnu. Et donc des entretiens aussi avec des accompagnants ou pour lesquels on ne documente pas leur âge, mais plutôt l'âge des publics qu'ils accompagnent. Et exactement comme je vous disais, on est sur du 14, 18, 19, 25, un peu plus conséquent. Et donc avant de laisser la parole à mes collègues, je voulais juste refaire un état des lieux sur finalement ce que fait le CN. Nous, notre postulat, notre principe, un peu notre cheval de bataille, c'est de toujours se mettre à l'écoute et d'écouter finalement les pratiques numériques des jeunes, des accompagnants, et donc d'essayer de sortir de nos idées reçues et de nos représentations, ce qui demande toujours un pas de côté, et de croiser ce que nous disent les jeunes et les accompagnants pour essayer d'avoir le paysage le plus net possible, en partant évidemment toujours de ce que nous disent les personnes. On n'a pas la prétention de connaître l'ensemble des usages de tous les jeunes et de tous les accompagnants des Hauts-de-France, c'est seulement ceux qu'on interroge ou qu'on voit.
Et ce qu'on ne fait pas, c'est on n'évalue pas les usages, c'est-à-dire qu'on n'est pas en capacité aujourd'hui de dire qu'il y a un bon usage numérique et un moins bon usage numérique. Il y a des usages numériques par des personnes et on est en capacité, cependant, je pense, aujourd'hui, de dire ceux qui véhiculent une plus forte vulnérabilité et une plus forte sensibilité, ce qui va altérer un peu les personnes, mais de ce qu'elles nous ont dit. Mais on n'est pas encore en capacité de dire ça c'est bien ou c'est pas bien, et je pense qu'on essaye de pas le faire en tout cas. Et on ne fait pas pour l'instant d'études statistiques ou quantitatives, on fait vraiment que du qualitatif. Donc on a de la verbatim, des entretiens, des parcours de vie, mais on n'a pas de grosses données. Il y a plein d'autres acteurs et d'organismes qui le font très très bien. Et peut-être vous dire, donc là, on est dans un nouveau cycle de recherche-action. Je regarde le temps. Non, je suis bien. On est dans un nouveau cycle de recherche-action sur la période 2026-2028, où on s'intéresse à trois grosses thématiques, disons-le comme ça, qu'on est en train de documenter actuellement. La première, ce sont les usages relationnels de l'IA. Le point de départ, c'est un jeune en CE1 qui a dit à un de nos coordinateurs départementaux dans l'Oise que lorsque ça ne se passait pas bien à l'école, il rentrait à la maison et plutôt que d'en parler avec ses parents, il avait pris le réflexe d'en parler avec Mayaï sur Snapchat. Et on s'est demandé à partir de là à quel point c'était un comportement isolé, à quel point il y avait une forme de ce qu'on appelle un compagnonnage numérique, d'entrer en relation finalement avec l'IA en confidentialité, de parler et de tisser une relation. On va dire simplement avec l'IA. Donc on documente ça et Nicolas le présentera beaucoup mieux que moi avec l'expérience des journaux de bord et notre première analyse qui est tirée. Notre deuxième thématique, c'est la question de l'information et de l'engagement en ligne. On l'a toujours documenté, à quel point est-ce que les jeunes et les moins jeunes se sentent citoyens dans le numérique, prennent une parole, décident de porter une parole engagée, décident de militer, de faire de l'activisme. C'est quoi l'engagement pour eux? On a voulu resserrer encore un peu l'étau là-dessus et questionner aussi la place de l'information, parce qu'on est de plus en plus en proie à en tout cas un sentiment que les jeunes nous partagent d'être un peu submergés par l'information et donc de savoir ce qu'ils nous en disent aujourd'hui. Et en essayant de documenter aussi la montée en puissance des discours masculinistes parce que ça a à cœur à l'équipe. Et la troisième thématique, c'est la question de Bébars, de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, mais qu'on a pris sous l'angle de la fiction pour les 2 années à venir, c'est-à-dire que les jeunes qu'on rencontre nous parlent de plus en plus de la place des séries, de la place des films, de la place des romans, enfin, de la place de la fiction en fait dans leur construction en tant qu'individu. Et donc on a voulu questionner les relations finalement dans les œuvres de fiction et ce que la jeunesse nous en dit. Je vous précise pour cette dernière thématique parce qu'on est encore à la recherche d'un panel pour faire des entretiens. Donc si la thématique vous intéresse, n'hésitez pas à nous solliciter parce qu'on sera hyper intéressés. Ça vous va? Ouais. C'est très très bien. Super, je te laisse la parole, Nicolas, si j'ai bien fait mon... Oui, c'est bon, c'est à toi. Eh bien, merci beaucoup. Sophie a dit déjà beaucoup de choses, hein. Je répète un peu sur ce qu'elle a dit, du coup, un petit peu pour reprendre un peu la main, mais vous l'avez peut-être vu, mais par rapport au nombre d'années où on est déjà sur cette recherche-action, on pourrait se dire que oui, il n'y a pas énormément d'entretiens. C'est vraiment pas le but du coup de la recherche-action océane. Je le reprends, mais c'est vraiment de faire non pas du quantitatif et en fait on fait un questionnaire et on envoie à plein de gens et puis ils nous répondent et puis après on fait des beaux petits camemberts pour savoir telle ou telle personne utilise le numérique comme ça. Non, vraiment là l'objectif c'est lorsqu'on va rencontrer quelqu'un, on essaie de le mettre à l'aise bien évidemment, puisqu'on va quand même parler de certains sujets assez sensibles du numérique, comme du harcèlement, cyberharcèlement, comme la sexualité, la pornographie, comme les discriminations, comme enfin plein de choses qui peuvent voir du coup sur Internet. Donc on essaye déjà aussi de les mettre à l'aise avant de pouvoir les interviewer. Par exemple, on a fait beaucoup d'interviews dans des maisons des jeunes, maisons de quartier, avant même d'entamer l'interview, avant même de enregistrer du coup l'échange avec le jeune ou le moins jeune. Et ben on se faisait une petite partie de billard, une petite partie de baby-foot pour déjà le mettre à l'aise et puis lui dire que voilà, certes il va être enregistré, mais ça va être anonymisé et surtout on n'est pas là pour enjoliver ou supprimer du coup sa parole. On est vraiment là pour récupérer sa parole au mieux. Voilà un petit peu. Par rapport du coup au début du projet, donc dans la recherche-action, ce qui a été compliqué lorsqu'on est arrivé du coup avec les associations d'éducation populaire, quand on entend le mot recherche-action, on entend beaucoup action. Et donc il faut savoir que dans les assos et d'EducPop,
Très vite, nous, on arrive du coup en février 2022. Oui. De février 2022. Bon, bah voilà, la recherche, ils ont plutôt souhaité. Enfin, la mettre de côté, c'est un grand mot, c'est plutôt le. Elle était présente, mais on voulait. Donc les assos voulaient mettre tout de suite de l'action tout de suite. Et c'est de là que du coup le groupe de coordinateurs a beaucoup, alors bataillé, c'est peut-être aussi un grand mot, mais a fait en sorte que du coup on mette d'abord de la recherche avant l'action, puisque si on mettait de l'action d'abord, on allait partir sur nos idées reçues, nos préjugés sur comment les jeunes et les moins jeunes du coup utilisaient le numérique. Et c'était absolument pas le but du coup de l'ECN. C'est pour ça que on est parti du coup à faire des entretiens. Donc les entretiens sur nous, déjà les cordeaux, parce que bah, les cordeaux étaient la bonne première mise en place de ces entretiens et de savoir si cette grille d'entretien fonctionnait. Et ensuite, du coup, on a vraiment parti pour faire des entretiens et c'est grâce à ça qu'il y a eu des problématiques et des thématiques qui sont apparues. Et donc là que du coup, les actions ont pu apparaître. Et c'est grâce à ce petit moment où cette recherche-action, donc cette recherche a pu alimenter en tout cas la création de ces actions. Et lorsque du coup les actions ont pu se mettre en place, eh bien, il faut surtout pas oublier que certes, c'est une recherche-action, mais on peut aussi dire action-recherche, et donc les actions alimentent également la recherche. Et donc nous, comment on souhaitait partir? On était quand même une association d'éducation populaire et on voulait absolument pas faire des formations type où en fait on présentait un diapo et puis on parlait pendant des heures. Sans réels échanges du coup avec nos personnes, surtout qu'il y avait parfois devant nous certes des acteurs jeunesse, mais aussi des jeunes, et comment du coup on peut sensibiliser des jeunes sans être trop plombant pour eux, eh bien c'est de là qu'en fait on est parti sur des outils. Et donc dans un premier temps, alors excusez-moi, je parle du nez, j'espère que du coup je l'entends de moi, donc excusez-moi. Là-dessus, donc on est parti sur des outils et donc on a fait dans un premier temps donc des outils nous ensemble avec les coordinateurs et surtout on s'est dit un outil reste qu'un outil, il est surtout là pour libérer la parole. Et c'est de là où, par exemple, on a eu un outil qui s'appelle le premier, qui s'appelle Edixio. Donc Edixio, le réseau social qu'il vous faut. Je vous fais en même temps la petite punchline. Donc Edixio, en fait, c'est un loup-garou. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que en 2022, le jeu de société que tous les jeunes connaissaient, c'était le loup-garou. Et donc on est parti sur la base d'un loup-garou. Et cette fois-ci, c'était pas donc les loups qui se réveillaient en pleine nuit pour manger les villageois. Mais en fait, on était sur un réseau social, donc Edixio où on a Ethan Misk qui a racheté pour la modique somme de 70 milliards de dollars ce réseau social qui était en principe, qui prenait la justice, la liberté d'expression, où il faisait bon vivre sur ce réseau. Sauf que malheureusement, Ethan Misk, tout ce qu'il veut, lui, bien sûr, c'est récupérer son argent. Et donc, pour récupérer son argent, il va mettre des publicités. Et bien évidemment, ça ne nous plaît pas, nous, les personnes qui consommons ce réseau social. Et donc, on va essayer de virer un peu Ethan Misk et surtout ses modérateurs. Et donc, les modérateurs vont arriver du coup pendant les mises à jour pour bloquer du coup les personnes. Et en fait, sur chaque carte, il y a toujours un petit savoir et dans la vraie vie. Et en fait, à chaque fois qu'une personne se fait bloquer, eh bien en fait, on arrête le jeu et il va lire sa carte et il y a un petit savoir du genre, par exemple, on a Joy Bulwamuni, donc c'est une carte de Edixio, Joy Bulwamuni en fait, qui est une femme de couleur de peau noire et en fait, Joy Bulwa, pour faire la petite histoire, en fait, elle a fait une recherche. Donc, elle était au MIT et pour son étude du MIT, elle souhaitait faire en fait un miroir où dès qu'elle se voyait devant son miroir, c'était pas son visage qu'elle voyait, mais en fait, c'était un lion, c'était Shakira, c'était voilà une personnalité ou alors un animal pour lui donner du peps tous les matins. Sauf que Joy Bulwamuni, en fait, elle a pris l'algo de Google, donc l'algorithme de Face ID que aujourd'hui tout le monde utilise, tous les téléphones utilisent. Et en fait, cette chose-là, dès qu'elle mettait sur son visage, elle se rendait compte que ça marchait pas tout le temps. Elle se dit, tiens, bizarre. Et à un moment donné, elle a pris un masque blanc. Un masque blanc sur son visage et ça a fonctionné direct. Et c'est de là que du coup, elle a fait une recherche là-dessus. Et si je me trompe pas, on était du coup à 35% de taux d'erreur pour une femme de couleur de peau noire et on était pour un homme blanc de 0,6 ou 0,8 taux d'erreur.
pour un homme blanc, donc un taux d'erreur énorme. Et en fait, c'est de là qu'en fait, on s'est rendu compte que malheureusement, il y a une discrimination du numérique là-dessus. Et elle a fait du coup elle a mis en tout cas ça en lumière. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes, dont elle, qui travaillent sur le sujet pour réduire du coup cette discrimination. Voilà. Et en fait, ça peut être, il y a plein de petites choses comme ça sur ces cartes pour donner toujours du savoir. Et on est, comme Sophie l'a très bien dit, on n'est pas là pour donner une bonne utilisation du numérique. On est plus là pour dire qu'est-ce qui se passe réellement sur le numérique et en fait leur expliquer comment le numérique fonctionne pour que eux-mêmes puissent du coup développer un esprit critique de leur utilisation et de comment le numérique est aujourd'hui sur nos acteurs, mais aussi du coup sur les jeunes. Euh, Ensuite, du coup, après tout ça, lorsqu'on a du coup créé des formations, qu'on a commencé aussi à sensibiliser les jeunes, on souhaitait toujours partir de notre public et de nos territoires. Et c'est pour ça qu'après, on a commencé à faire du coup des événements dans chaque territoire pour que ça vienne toujours et que ça vienne ça part d'eux. Donc, par exemple, dans la Somme, on a fait un événement qui s'appelle Écran ou Accran. Non, c'était pas celui-là. Si, c'était celui-là. Du coup, où à chaque fois, ces événements, c'était pour co-créer des outils avec nos acteurs et du coup aussi les jeunes. Donc écran ou écran, là c'est là aussi où on a beaucoup parlé de parentalité numérique, puisque la parentalité numérique c'est toujours un sujet assez sensible, puisque très brièvement, en principe, dans la sphère générale, on dit souvent que c'est le parent qui ramène le savoir à la maison. Sauf qu'avec le numérique, c'est un peu le contraire parfois, et donc c'est aussi le jeune qui ramène le savoir à la maison, et parfois ça peut être un peu compliqué pour les parents du coup de parler de ce sujet-là à la maison. Et c'est pour ça que parfois il y a des parents qui n'osent même pas en parler, parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas la main dessus. Donc on a un jeu qui s'appelle Numéos, Numéos qui est en fait une timeline numérique qui raconte un peu toute l'histoire du numérique. Et déjà, ce jeu-là, on aime bien le faire avec les parents et les enfants en mode café parent, puisque en fait on remet un peu, enfin on redit aux parents, mais en fait vous avez beaucoup de savoir du numérique, parce que par exemple on a la carte du Minitel, on a le premier ordinateur, on a les cassettes VHS, on a les vieilles Game Boy, on a tout ça, et en fait même le jeune du coup il se rend compte que ah ouais en fait le numérique c'est hyper vieux. Bon, ça veut dire aussi que le parent est hyper vieux, donc pas terrible. Mais du coup, que en fait le parent aussi il a beaucoup de savoir sur tout ça et en fait ça remet un peu ce dialogue au sein de la cellule familiale. Et donc c'est pour ça que du coup on a souhaité aussi continuer à faire des outils sur la parentalité numérique, mais comme dans d'autres départements, il y a aussi d'autres thématiques qui ont été plus mis en lumière et que du coup il y a aussi d'autres outils qui ont été mis en avant. Voilà. Ouais, tu peux passer. Je suis bon ou pas dans le timing? T'es 5 minutes. Il Nickel. il me reste 5 minutes? Mm. Il me reste 5 minutes, donc je fais encore plus vite. Et donc, toujours là-dessus, là qu'on a fait après, du coup, tous ces outils, qu'on a fait beaucoup d'actions dans le département, on remet aussi de la recherche. Et l'objectif, c'est que nous, on fait de la recherche, mais aussi on essaye que les autres et que nos acteurs et nos jeunes s'approprient notre recherche. Donc, dans la Somme, on a fait du coup un projet. Qui s'appelle du coup la Brigade Respect Zéro Tolérance au harcèlement. Alors, harcèlement et cyberharcèlement aussi, hein. Et donc là où en fait nous les coordinateurs, on était des coordinateurs chercheurs, on a pris du coup alors on a appelé ça cette brigade, brigade zéro harcèlement, où en fait on a pris du coup en tout 8 services civiques et ces 8 jeunes en service civique, on les a formés, sensibilisés du coup à cette méthode de recherche-action. Et en fait il faut savoir que ces 8 services civiques, il y en avait un qui allait du coup dans une école. Et donc, on a eu des établissements scolaires qui ont bien voulu jouer le jeu, puisqu'il y en avait 8 en tout. Et donc, il y avait un jeune en service civique qui était à chaque fois dans un établissement scolaire, du coup, qui reprenait à chaque fois la même démarche que la recherche-action au départ, c'est-à-dire qu'il reprenait du coup des jeunes, qui l'interviewait du coup des jeunes sur cette thématique, pardon, qui est du harcèlement et cyberharcèlement.
pour ensuite voir un peu quels sont alors j'allais dire les usages, non, mais quelles sont en tout cas leurs pensées sur ces thématiques, et ensuite pouvoir créer avec du coup les jeunes des temps de sensibilisation dans les classes. Alors ça a très bien fonctionné, puisqu'il y a un magnifique rapport de, pareil, 60 pages, je crois aussi, là-dessus. J'ai pas fait par contre de mini rapport, mais ça a bien fonctionné. Et en fait, il faut savoir que il y a eu, parfois, comme avec les AGEP, parfois des moments assez compliqués où il fallait laisser la place du coup aux jeunes en service civique dans les établissements scolaires. C'est un grand temps aussi de discussion, puisque un jeune en service civique, ça reste une mission, c'est pas un travail. Et puis, il fallait aussi leur laisser du temps dédié réellement au temps de sensibilisation. On en a surtout un qui a ça le plus fonctionné dans cette brigade, où il avait carrément une salle attitrée à lui, où du coup, les jeunes du collège pouvaient venir le voir quand ils voulaient. Et il a créé vraiment une salle vraiment dédiée à tout cet espace. Et ça a tellement fonctionné, cette recherche-action, du coup, avec ce jeune, que même il a réussi à créer un groupe de jeunes qui s'est approprié, du coup, la recherche pour faire leur mini-recherche à eux aussi, du coup, dans leur établissement. Et il a appelé ça le projet Veilleur, si je me trompe pas. Donc, sur lui, ça a très, très bien fonctionné. Et donc, on a vraiment eu cette méthode de recherche-action qui a vraiment, vraiment perduré. Je me permets Nicolas, Vas-y. oui, je me permets, il y a une petite question. Donc, il y a Amélie qui demande, est-ce qu'on aura le nom des différents outils pour pouvoir éventuellement les utiliser? Tout à fait. Alors en plus, tous les outils sont sur la boîte outils du coup ECN qui est sur le site du CRAGEP. Donc on pourra vous redonner du coup le lien du site du CRAGEP et vous aurez du coup tous les outils dessus. Je vais vous chercher le lien et je vais vous le mettre dans le chat pour Sinon, accéder je aux vais m'en outils. occuper, Johanna, en parallèle, t'inquiète pas. Ouais, ouais, ouais. J'avais juste un tout petit truc à ajouter sur, Ce- sur le rapport et la brigade respect zéro tolérance au harcèlement. Euh, il se trouve que l'ensemble des volontaires en service civique qui ont participé à cette recherche-action avaient été eux-mêmes victimes d'harcèlement ou de cyberharcèlement dans leur milieu scolaire ou collège ou lycée. Là, je m'appuie vers toi. Et du coup, je le mets en lumière parce que enfin, c'est particulièrement intéressant en termes de transformation et de reprise de pouvoir d'agir que des jeunes qui ont été victimes d'harcèlement ou de cyberharcèlement décident de s'engager dans un volontariat en mission de service civique pour lutter contre le harcèlement avec d'autres élèves et que Nicolas a fait un travail titanesque d'entretien avec ces mêmes volontaires en service civique pour documenter en quoi ça les bouleversait parfois d'ailleurs ou en quoi ça leur redonner du pouvoir de sensibiliser à ces thématiques-là des jeunes qui ont traversé finalement les mêmes épreuves que eux-mêmes ont vécues. Pardon, pas C'est rien, à toi. pas du tout. Et j'ai que une petite minute, allez, on va dire 2 minutes. Toujours notre bord. Je pense que ça peut être Ouais, intéressant. et donc maintenant aussi, il y a aussi une nouvelle thématique qui est du coup le nouveau avec l'intelligence artificielle, hein, une thématique aujourd'hui où on en parle énormément. Elle est un peu partout, hein, cette thématique qui est l'IA. Dans le département de la Somme, mais aussi dans les Hauts-de-France, puisque du coup les autres coordinateurs aussi ont récupéré ce journal de bord, on est parti sur l'IA, un nouveau compagnon de vie. En fait, on s'est rendu compte que, certes, maintenant l'intelligence artificielle, on l'utilisait maintenant beaucoup plus en mode moteur de recherche. Sur ça, Google tire un peu la grimace, puisqu'ils ont perdu pas mal d'actions là-dessus. Mais maintenant, on s'est rendu compte aussi que l'intelligence artificielle, dont ChatGPT, MyAI, Cloud ou autre, hein, on l'utilise aussi maintenant en compagnon de vie, donc on discute avec lui. Et en fait, on a créé du coup ces journaux de bord où en fait sur une semaine, une personne du coup qui a ce journal de bord va dire un peu de quoi il a parlé avec l'intelligence artificielle, quelles ont été ses questions, ses remarques, les réponses aussi de l'IA, et aussi mais quel sentiment lui ça lui a procuré. Est-ce qu'il était plutôt satisfait, pas satisfait de sa réponse, et si du coup il l'utilisait tous les jours ou non. Et donc, pour l'instant, ces journaux de bord, il y en a pas beaucoup. Il y en a moins de 10, hein, puisqu'on est vraiment au tout début du coup de cette nouvelle méthode de recherche avec ces journaux de bord. Pareil, qui vous sera envoyé si vous le souhaitez du coup à la fin. Ça montre déjà que on pensait que tout le monde l'utilisait tous les jours. Eh bien, les journaux de bord montrent que non.
Rien que ça, déjà, personne, en tout cas sur les moins de 10, utilise l'intelligence artificielle tous les jours. Il y a un gros aspect professionnel, mais le plus gros aspect, que ce soit professionnel ou non, c'est par rapport au langage. En fait, le plus souvent, lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle, c'est pour faire un mail pro. Souvent, on demande à l'intelligence artificielle de faire notre mail, mais ça peut être aussi tout à fait perso. On a des personnes, quand ils utilisent du coup l'intelligence artificielle, bah voilà, ils sont peut-être en flirt. Et donc, pour flirter et pour envoyer des beaux messages, ils demandent du coup à l'intelligence artificielle de leur faire un message du coup dédié à une autre personne. Donc, il y a un gros aspect sur l'aide au langage avec l'intelligence artificielle. Après, on a d'autres thèmes du genre où on a des personnes qui se prennent en photo le matin, donnent la photo du coup à l'intelligence artificielle et lui demandent du coup s'ils sont bien habillés et si ils sont pas trop, voilà, comment du coup l'intelligence artificielle peut améliorer leur tenue. On a aussi un gros aspect qui est comme avant. Avant, souvent, on avait toujours cet aspect santé, on avait mal quelque part, on allait demander du coup à Internet et on tombait à chaque fois sur un forum où en fait on nous disait qu'on avait peut-être un cancer et que fallait du coup s'en préoccuper de notre bouton par exemple. Eh bien, on a encore un gros aspect du coup santé, que ce soit du coup chez les jeunes, mais aussi les moins jeunes, où en fait à chaque fois, voilà, dès qu'ils ont un problème de santé, ils parlent du coup à l'intelligence artificielle pour savoir du coup qu'est-ce qu'ils ont. Et donc en fait, on a un vrai, comment dire, on a un vrai témoignage déjà qui montre que grâce aux journaux de bord, on donne une vraie confiance. En tout cas, à l'intelligence artificielle aujourd'hui. En fait, au début d'Internet, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient confiance à l'IA et en fait, il y a eu après ces temps de sensibilisation où on s'est dit, bon, bah, attention, sur Internet, il peut y avoir des choses vraies et des choses fausses. Et bien, en fait, c'est comme si que là, on repartait un peu à zéro. Et en fait, avec l'intelligence artificielle, eh bien, le plus souvent, on a confiance en lui et donc il y aura peut-être à un moment donné, encore une fois, des temps de sensibilisation pour se dire et avoir un esprit critique sur notre utilisation de l'intelligence artificielle. Et donc, pour finir du coup avec l'IA et compagnon de vie, alors c'est la semaine prochaine en plus, on a du coup des formations aussi maintenant avec les journalistes, puisque pareil, avec l'intelligence artificielle, pour s'informer, c'est devenu de plus en plus compliqué. Maintenant, avec l'IA, qu'on soit très bon dans le numérique ou très mauvais, on peut faire du coup une fausse photo ou créer un faux article en moins de 2 secondes. Et donc, pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut avec tous ces contenus qui sont créés par l'intelligence artificielle, c'est très compliqué. Et donc, on a un point, du coup, la semaine prochaine avec des journalistes pour savoir eux aussi comment, grâce à l'IA, en fait, ils peuvent améliorer, du coup, cet aspect de communiquer l'information. Voilà un petit peu pour le département de la Somme. Et je donne la main à Mehdi. Merci à Est-ce que vous. peut-être, merci beaucoup Nicolas, est-ce que dans l'intervalle, il y a déjà des questions pour Nicolas, pour aérer un petit peu l'heure de webinaire? Sinon, pas de souci, on gardera un petit temps à la fin et sinon, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on posera les questions au fur et à mesure. Mehdi, vas-y, je t'invite Alors, à bonjour à vous continuer. tous et à vous toutes. Donc, moi, Mehdi Chafaoui. Donc, moi, je travaille pour Léo Lagrange, mais sur le projet du CRAGEP, Éducation à la citoyenneté numérique. Donc, alors, bah, forcément, on a les mêmes objectifs, hein. On travaille sur tous les publics. Alors, nous, dans l'Oise, on a décidé de parler de conscientisation des pratiques. Donc, on part effectivement des personnes sur une pédagogie et positive et active pour pouvoir faire participer les différentes personnes, de partir d'eux-mêmes pour pouvoir arriver sur quelque chose de beaucoup plus commun. Donc effectivement, on a fait des conférences, des tables rondes, des colloques. Voilà, on a fait venir Serge Tisseron, par exemple, autour du cyberharcèlement pour avoir tous les professionnels, puisque on pouvait pas ouvrir à tout le monde, hein, on avait déjà 150 personnes. Et donc l'idée, c'est vraiment de rencontrer les différents publics, parce que c'est vrai que on va toucher souvent les élèves de l'éducation nationale. Donc alors, on intervient aussi auprès des personnes de l'éducation nationale, mais nous, en tout cas dans l'Oise, on travaille beaucoup sur l'insertion socio-professionnelle et sur les personnes en situation de handicap. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, on touche des publics qui sont assez différents.
Ça nous permet de faire une expérimentation. Et donc, par rapport à ça, voilà, on travaille avec l'UNAPI 60, en l'occurrence, donc sur les personnes en situation de handicap, mais également sur les éducateurs. Là-dessus, se pose plein de questions. Alors, les mêmes questions, hein, qu'on va se poser sur le comportement des uns et des autres sur le numérique. Mais après, ayant un public spécifique, on a des différences de comportement. Par exemple, les personnes en situation de handicap vont utiliser Facebook et beaucoup moins Instagram pour le lien familial. Donc, on a comme ça on travaille là-dessus sur les brouteurs, par exemple, avec les personnes en situation de handicap. Donc, on parle d'identité numérique, comment on va avoir un Facebook ou en tout cas Instagram, un réseau social qui fait que bah, du coup, on va neutraliser un petit peu que ça soit neutre, en tout cas l'image de l'identité numérique de la personne en situation de handicap. Et donc, alors là-dessus, comme le disait Nico, là, on arrive plutôt sur une action recherche, puisque du coup, de l'action, on va en sortir de la recherche, tout simplement, en tout cas des idées. Ce qui est intéressant dans ce genre de structure, c'est que il y a plein de questions qui se posent. Donc, du coup, quand on intervient auprès des éducateurs, ben, ils se rendent compte que le numérique, c'est quand même quelque chose d'hyper important pour les personnes qui s'occupent. Et donc, ils mettent eux-mêmes des ateliers en place, puisque nous, on ne peut pas intervenir. Donc, on est là pour une formation, pour un accompagnement, en tout cas, auprès des éducateurs. Et, euh, et donc, ils vont faire des ateliers, donc, qu'on va valider, voilà, avec la directrice des structures. Et donc, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, il y a un essaimage qui se fait assez naturellement, puisqu'on voit que ça devient une priorité, en tout cas, pour ce type de structure. Là-dessus, on questionne aussi également les structures. Pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'il y a en tout cas qui parle du numérique dans votre structure? Et donc là, souvent, la réponse c'est il n'y a rien. Donc on les accompagne, voilà, les bureaux, les CA, les AG, on les accompagne dans les AG pour dire, ben voilà, comment on va mettre une charte, comment on va mettre un règlement en tout cas, et comment on réfléchit collectivement sur le fonctionnement, en tout cas, et de l'utilisation du numérique dans des structures comme ça. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. On se rend compte également que, là, je vous parle de l'UNAPI 60, mais on a été aussi également appelé par l'UNAPI 62, par exemple, et puis la Nouvelle Forge et tout ça, voilà. On se rend compte que le numérique, quand même, prend une place importante pour toutes les personnes, pour tous les jeunes, puisque là, souvent, on parle des jeunes qui sont dans l'éducation nationale, hein, tout simplement. On se rend compte que les structures, les associations, en fait, ils sont à côté pour l'instant. En tout cas, ils ne se posent pas la question du numérique. En tout cas, de l'utilisation du numérique. Alors, même s'ils l'utilisent, ce n'est pas dans les règlements des structures. Et assez naturellement, il y a un essaimage qui se crée. Voilà. Au niveau de Léo Lagrange, cette question d'éducation à la citoyenneté numérique a été prise aussi au niveau national. Donc, moi, par exemple, j'interviens partout en France maintenant pour pouvoir essaimer notre méthode. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, je parle beaucoup de conscientisation des pratiques, c'est-à-dire pour rendre citoyen quelqu'un, il faut peut-être d'abord qu'il se rende compte de lui, de ce qu'il fait et de se dire, ah bah ouais, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, est-ce que mon petit frère ou ma petite sœur pourrait l'utiliser, par exemple. Ça, c'est ce genre de questions qu'on se pose. Et donc, du coup, bah là, on est en train d'essaimer, en tout cas, cette méthode de recherche-action ou d'action-recherche, voilà, puisque je mets beaucoup de différence entre ce qui s'est passé au début, ce que vous a expliqué Nico, sur la recherche-action, et maintenant, on est plutôt dans l'action-recherche. Et donc, on intervient un peu partout, voilà, Bordeaux, Lille, Marseille, Lyon, Valence, Angers, Toulouse, enfin voilà, pas mal de balades, de conférences, de colloques pour pouvoir essaimer cette méthode. Et ce qui nous revient souvent en tout cas, c'est de nous dire, ah bah, ce qui est intéressant, c'est que vous ne faites pas forcément de la prévention. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, comme pour le cyberharcèlement, voilà, si vous faites du cyberharcèlement, voilà, tant d'amendes, de prison, on parle vraiment de la personne. Et donc, du coup, on répond aussi, plus précisément en tout cas, aux demandes, puisque les demandes sont hyper importantes. C'est-à-dire qu'en faisant de la conscientisation de pratique, on se rend compte que quand on arrive
sur un groupe, eh ben, c'est pas forcément du harcèlement ou du relationnel qu'on veut faire, c'est de l'identité numérique. Alors que nous, professionnels et disons bien pensants, on va se dire, ah bah tiens, on va arriver là-dessus parce que la commande, elle est celle-ci. Ça, on le voit beaucoup sur les ateliers parentalité, par exemple. Sur les ateliers parentalité, souvent on a une commande des collectivités, hein, que ce soit de l'aglo, de la commune, des associations. Et là, on nous dit, bah tiens, on aimerait bien qu'on parle des pratiques des jeunes. Et puis finalement, quand on fait l'intervention, on se rend compte qu'on est à côté de à côté de la demande. Puisque nous, on va arriver avec, en tout cas, des idées et avec des outils qui sont en direction des jeunes finalement. Et, euh, et donc, en fait, c'est pas ça qu'ils demandent. Bah, quand on fait un premier atelier de conscientisation, on arrive mieux déjà à cibler les choses. Et sur la notion de parentalité, il y a un truc qui est important, c'est que c'est aussi la reproduction du schéma social, c'est-à-dire que si les parents regardent un réseau social devant Netflix, et ben, on se pose pas la question pourquoi nos jeunes sont derrière leurs smartphones, quoi. Donc voilà, je pense que je vais laisser encore un peu de temps, mais en tout cas, ce qui est important là-dessus, c'est qu'on se rend compte que dans le métier qu'on fait, en tout cas, c'est notre posture en fait. On est et aussi bien chercheur et aussi bien animateur. On peut aussi bien intervenir effectivement dans des centres de loisirs, dans des écoles, mais on va faire aussi des colloques, on va organiser des colloques, on est aussi coordinateur, on va rencontrer différentes personnes, c'est-à-dire que c'est une posture qui est assez caméléon, voilà. C'est-à-dire qu'il va falloir, il faut qu'on soit capable, en tout cas, de parler à des élus, comme on est capable de parler à des enfants de 6 ans. Donc, cette posture, elle est assez particulière. Elle est assez particulière puisqu'il faut effectivement, bah, c'est un peu le grand écart, hein. La fois dernière, par exemple, on avait organisé une conférence ici avec des élus et tout ça, et la semaine d'après, j'intervenais dans une classe avec des enfants de 6 ans. Donc, du coup, c'est comment on fait passer le message surtout et comment on devient citoyen du numérique. C'est ça qui est important et avoir l'esprit critique de tout ça. Enfin voilà. Donc c'était un peu de ça que je voulais parler, c'est-à-dire que la jeunesse, il faut bien voir ce que c'est, effectivement. Ce n'est pas que l'éducation nationale, mais c'est aussi toutes les structures d'accompagnement. Je pense aux missions locales aussi, où on intervient assez régulièrement, ou au secteur jeunesse des différentes villes. Et puis une posture bah, de chercheur, animateur, coordinateur, présentateur, des fois aussi, de ce qu'on fait. Voilà, enfin, je ne sais pas s'il y a des questions, je ne sais pas si j'ai été assez direct ou si je suis un peu large, mais bon, voilà quoi. Merci Mehdi. Moi j'ai une question, peut-être pour démarrer, mais à vous trois, Sophie, Nico et Mehdi, je me demande, est-ce que vous avez des résultats qui vous ont surpris vous-même par rapport à vos propres préjugés que vous auriez pu avoir, qui ont été déconstruits à ce travail que vous avez réalisé les dernières années? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont basculé, vous ont étonné par rapport à ce que vous pensez savoir, Je me pensiez permets de savoir? prendre la parole d'abord parce que Nicolas m'a fait un jeu de tête, mais je vois que Mehdi, tu lèves la main, tu voulais prendre la parole avant moi? Bah, parce que j'en ai une, mais c'est un Vas-y. truc qu'on a partagé en plus tous les trois. C'est rigolo, ouais. Ouais. Non, Ah, non, bah, vas-y. ouais, ouais. Alors, moi on était intervenu pour la région il y a peu de temps, en fait. Et donc, il y a un jeune qui vient nous voir et qui nous dit ouais, bah, moi, j'aime pas TikTok. Donc, il avait à peu près 12 ans, je pense, hein, c'est ça. Moi, j'aime pas TikTok. Alors, nous, on lui pose la question, mais pourquoi t'aimes pas TikTok? Il dit, bah, j'aime pas TikTok parce qu'en fait, ma mère, elle est dessus, elle danse. Et mes copains, bah, ils likent les vidéos de ma mère. Et donc, bah, ma mère, elle passe pour quoi? Et donc, en fait, c'était une jeune maman. Elle avait dû avoir son fils relativement jeune, puisqu'elle avait 28 ans. Donc, voilà, elle a dû l'avoir à 16, 18 ans. Enfin, voilà. Et donc, en fait, là, se posait la question du conflit du numérique par le numérique. Puisque c'est normal que quelqu'un de 28 ans ait une pratique numérique assez importante. Mais du coup, elle rentre en conflit avec la pratique numérique de son fils. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, puisque bah là, maintenant, on a des parents qui, eux, sont nés aussi avec le numérique. Donc forcément, ils ont chacun une pratique du numérique. Donc
on met en conflit des pratiques du numérique avec des pratiques du numérique, et ça, pour- c'est assez nouveau quand même, en tout cas, ou en tout cas, c'est, c'était assez particulier, en tout cas, comme situation. Ok, merci. Moi aussi, j'en profite, je réponds à ta question. Moi, il y a plein de choses qui me saisissent et c'est même difficile d'identifier quoi présenter en premier. J'en parlais avec Nicolas juste avant qu'on démarre la visio, donc je vais le redire là. Ça, pour le coup, c'est un truc qui me surprend plus, mais qui doit continuer de nous surprendre à tout prix. Justement, en parlant de notre intervention commune avec Mehdi, c'était au Césaire. J'ai épluché hier mes comptes rendus papier et je les ai tapés sur mon ordinateur pour m'en saisir pour les prochains rapports. Et on avait commencé en fait en présentant la séance à demander à tous les participants d'identifier le premier objet numérique ou en tout cas l'objet qui les a saisis, de nous partager un bon souvenir et un mauvais souvenir. Et après, on a eu un temps en plénière où on a eu une dizaine, quinzaine de prises de parole où justement on a eu ce jeune-là dans les mauvais souvenirs qui nous disait ma mère qui danse sur TikTok. Et en fait, en mettant tous les uns après les autres, j'avais noté dans la marge si c'était une fille ou un garçon qui parlait. Et j'ai fait le constat hier que les garçons nous ont plutôt parlé d'enjeux de violence ou de mauvaises expériences techniques ou de casser du matériel fait mis de côté de ce jeune avec sa maman, aussi de relations avec leurs parents ou de leurs petits frères qui passent trop de temps sur les réseaux sociaux, ça c'est beaucoup revenu. Par contre, les filles nous ont toutes parlé de sexisme en ligne. Et ça, c'est le point de mire depuis le début de l'ECN en 2022. On s'est rendu compte d'à quel point il y a évidemment des usages genrés, mais il y a aussi une violence de genre dans l'environnement numérique qui est extrêmement saisissante dès lors qu'on prend le temps d'en parler avec les jeunes filles qu'on a, ou des jeunes garçons qui en sont témoins et qui le partagent de plus en plus d'ailleurs. Et pour le coup, là, c'était toutes les jeunes filles qui nous ont parlé et de trucs, pardon, je vais être vulgaire, mais c'est une verbatim, donc j'ai le droit. C'était une jeune fille qui nous disait, moi, mon mauvais souvenir, c'est le classement des filles les plus baisables de la classe sur Snapchat. Une autre qui nous disait, bah, moi, c'est les envois de dick pics sur mon téléphone, donc appareil génital masculin sur son téléphone. Et en fait, c'est pas des cas isolés. Et je pense qu'en plus, prendre le temps de le dire pendant un moment qui est le forum régional du Césaire, où on avait 80 jeunes qui sont là et qui se disent c'est tellement devenu banal on le dit devant des gens qu'on ne connaît même pas pour dire à quel point c'est un mauvais souvenir. Ça me paraît important de le mettre en avant. Et pour être un peu plus positive, le truc qui me saisit, c'est à quel point les jeunes sont capables de s'autoréguler avec les écrans et ce qui est assez loin du discours médiatique en fait qu'on a aujourd'hui où l'écran rend complètement captif et c'est vrai il y a évidemment plein de phénomènes pour capter l'attention et nous-mêmes on en est victime, on veut aller je sais pas sur Instagram, YouTube pour 5 minutes et puis en fait on y passe 1 heure, c'est pas que l'apanage des jeunes mais surtout c'est eux qui nous parlent le plus de stratégies qu'ils mettent en place et qui gagneraient en fait à être partagées parfois avec leurs parents ou avec leurs animateurs, leurs profs ou autres puisque c'est eux qui nous disent bah, je vais mettre une horloge d'1 heure sur mon téléphone pour que ça sonne et que je me discipline moi-même. C'est eux qui nous disent, moi j'adore cet exemple-là parce que je l'ai entendu et je le fais du coup depuis, c'est que sur leur écran de téléphone, j'essaye de prendre un exemple, sur leur écran de téléphone, donc admettons, on voit mon écran là? Ouais, Ouais, on ne voit pas trop. Disons qu'il y a leurs applications qui apparaissent et en fait, ils vont modifier l'ordre d'apparition de l'application. Donc, au lieu d'ouvrir TikTok, c'est l'horloge qui va s'ouvrir ou la météo et ils vont se dire, mais j'ai rien à faire sur la météo. Et donc, du coup, ils vont sortir de l'application et se dire, bah, je vais pas sur TikTok. Et ça, pour le coup, c'est surprenant et ça vient de plus en plus vite. Je vous dis ça parce que là, je suis en train de faire l'analyse de podcasts qu'on a réalisés. Ils ont entre 11 et 12 ans et ils commencent déjà à nous dire, bah, moi, je sens que je m'énerve quand je joue à des jeux vidéo, j'ai envie de crier, j'ai envie de taper. Je le fais pas. Je vais m'asseoir sur mon lit et je vais respirer. Et je pense que c'est bien de prendre le temps de le redire. Pardon, j'ai parlé très longtemps si vous voulez dire quelque chose. Non, non, c'est très bien. C'est bon, C'est très bien. C'est très bien. Ok. Nico, tu voulais rajouter quelque chose? Alors petite, moi c'était du coup celle où en fait on avait une jeune femme qui faisait des vidéos TikTok en fait elle avait réussi à créer une petite communauté où à parler de choses voilà de plein de choses vraiment vraiment plein de choses de sexualité
de ses bords aussi politiques, mais vraiment de plein de choses. Et en fait, elle avait réussi à créer du coup cette petite communauté. Elle commençait à avoir de plus en plus de gens qui la suivaient. Et en fait, à un moment donné, c'est là que c'est ça qui m'a le plus perturbé, qu'il y a toujours ces petits tips sur les réseaux qu'on se rend pas compte si on n'est pas dedans, où en fait, on a à un moment donné un groupe de personnes. Dès qu'elle faisait une vidéo, il mettait en fait une fleur de lys sur ses vidéos. Et en fait, c'était un groupe de personnes qui n'étaient absolument pas en accord avec ses vidéos et qui a ensuite l'a bâché énormément sur ses vidéos. Et en fait, elle s'est rendue compte très vite que sa communauté, à cause de l'algorithme, a malheureusement changé. À la place que c'était une bonne communauté où voilà, ils pouvaient parler de choses et d'autres qui étaient plutôt positives, à cause de cet algo et du coup de ces personnes qui mettaient à chaque fois une fleur de lys en commentaire du coup sur sa vidéo. Sa communauté a donc changé et c'était parti plus une communauté où il a discriminé et du coup l'a violenté verbalement sur ses vidéos. Et en fait, c'est là aussi cette magie ou bonne ou mauvaise magie où en fait, à cause d'un algo, très vite, on peut partir dans une mauvaise direction, enfin dans une direction en tout cas qu'on ne souhaite pas. Donc voilà, donc Fleur de Lys, hein, donc un groupe d'extrême droite qui était vraiment très machiste aussi et qui n'était absolument pas en accord vraiment sur ce qu'elle disait. Voilà. Et donc c'est aussi en mode, ce qui m'a vraiment le plus ouais, perturbé, c'est comment on voudrait créer quelque chose de plutôt positif et que en quelques, alors c'était quelques jours, une violence peut apparaître sans qu'on le demande. Voilà, Alors, moi moi, c'est juste, tout juste pour ça. compléter ce que tu dis, Nico, là, on a eu une demande là où on va effectivement aller avec Sophie à Weimar pour travailler sur la représentation de l'extrême droite sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, on a des demandes aussi comme ça qui viennent se compléter avec des choses qui sont très, très pointues. Voilà. Ok. Est-ce que il y a des personnes qui ont des questions ou qui voudraient partager aussi des retours d'expérience qui résonnent Alors, je vois pas si. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de micro, mais je peux débloquer le micro si quelqu'un voudrait me parler. Sinon, je pose la question, Sophie et voilà, et vous trois, est-ce que dans quelle mesure il est possible de bénéficier, enfin, est-ce que c'est possible, par exemple, de faire des ateliers dans les structures qui sont, par exemple, présentes aujourd'hui? Est-ce que, bah, comment ça pourrait marcher si jamais il y a des structures qui sont intéressées pour vous faire intervenir, comment ça pourrait se faire? Encore le micro? Oui. Moi, je commence à répondre, mais c'est plutôt Nicolas et Mehdi, là, pour le coup, qui pourront compléter. Évidemment qu'on peut nous contacter. Pour information, le site du CRAGEP, donc CRAGEP HDF, j'avais mis le lien sur l'ordinateur de Nicolas, c'est le même site. Et sur la page de l'éducation à la citoyenneté numérique, il y a tous nos contacts et pas, sur nos outils aussi, enfin, un petit peu partout. Mais on peut me contacter moi et je le renvoie vers les cordeaux avec grand plaisir ou contacter directement Nicolas et ou Mehdi. Et en fait, c'est les coordinateurs qui interviennent en fonction des départements. Après, vu qu'on est sur un projet régional, il y a évidemment des passerelles qui mettent en place. Et si, par exemple, Mehdi n'est pas disponible, Nicolas peut le seconder. Enfin, après, c'est des arrangements. Mais oui, on intervient et vous voulez peut-être compléter parce que vous le faites mieux que moi là-dessus. Je sais pas si Mehdi veut parler. Ouais, bah alors nous c'est sur de la presta, sur de la demande, enfin voilà tout simplement. Donc les structures viennent nous voir. En tout cas, je parle de l'Oise, mais c'est pareil pour toi, je crois, Nico. Et après c'est de la presta, donc c'est 100 euros de l'heure pour s'il y a 25 personnes, 150 personnes. Enfin, ça dépend aussi du format de ce qu'on va y faire. Puisqu'on a une aide du FEDER, puisqu'on a un financement aussi européen, donc en tout cas nous dans l'Oise, on a bloqué 100 euros de l'heure pour faire nos interventions. Voilà. C'est Je ça. crois que c'est à peu près pareil pour vous, Nico. Ouais, c'est ça. Après, tout dépend. Ça reste du coup un projet. Et puis, si on arrive du coup à monter un projet du coup avec un autre organisme ou une structure,
voilà, le financement, ça reste toujours assez compliqué, on le sait, hein, donc on veut pas non plus que ça soit la barrière pour ne rien faire. Donc on est prêt aussi parfois à faire autrement. Par exemple, on a des organismes qui n'ont pas d'argent, et bah donc on va monter avec eux des appels à projets pour du coup se faire financer autrement, puisqu'on, comme vous l'avez très bien dit, hein, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais en tout cas, on ne veut pas que ça soit non plus un frein pour ne faire aucune action. Et C'est après, vous pouvez aussi vous adresser à Print, enfin à nous, et nous, on peut voir aussi dans quelle mesure on peut compléter, faire des passerelles, Exactement. enfin, répondre peut-être un peu différemment à la demande, parce que pour l'instant, nous, on a encore le luxe qu'on peut proposer gratuitement les interventions, ça peut changer, mais voilà, on peut compléter, on peut en tout cas être, voilà, on peut travailler ensemble aussi pour trouver des pistes de solutions pour qu'on puisse proposer une action au sein de votre établissement auprès des jeunes, auprès de vos publics. Et voilà, merci beaucoup en tout cas à vous trois. Peut-être pour clôturer ce webinaire, donc c'est un peu frustrant parce qu'une heure, enfin ça permet juste de donner un premier aperçu de ce que vous faites. Et en fait, c'est super intéressant d'approfondir le sujet aussi des usages numériques des jeunes et de façon plus globale aussi dans les établissements sociaux, médico-sociaux, des publics qui sont en situation de fragilité, enfin qui sont déjà quelque part en difficulté. Et le numérique, ça rajoute une couche. Donc n'hésitez vraiment pas, si vous avez des demandes, si vous sentez qu'il y a des projets, qu'il y a quelque chose à faire dans votre structure, vous nous contactez, on peut prendre un rendez-vous et en fait on vient juste aussi recueillir votre parole et on voit un petit peu comment ça se passe chez vous. Et ensuite, on voit qu'est-ce qu'on peut faire. On peut solliciter des partenaires, on peut peut-être intervenir nous-mêmes. Enfin, l'idée, c'est vraiment qu'on entende aussi comment ça se passe dans votre structure. Ensuite, on fait le lien et on reste en contact. Et il y a aussi les formations qu'on propose au niveau du projet Print. Mais on a aussi un projet de recherche-action comme le fait le CRAGEP. Donc, on peut, de toute façon, on est complémentaires. Ce que disait Mehdi par rapport à l'invisibilisation des pratiques des publics, mais aussi des personnes, des travailleurs sociaux, des professionnels dans les établissements, c'est quelque chose qu'on a identifié. Donc, en fait, c'est des choses qui ne sont pas vues et du coup, si on ne voit pas les choses, on ne peut pas travailler dessus, donc on ne peut pas agir. Donc, en fait, ça se recoupe largement et voilà, on est en tout cas, on est vraiment disponible et intéressé aussi pour savoir comment ça se passe dans vos structures. Et pour clôturer, peut-être à vous trois, peut-être vous avez un conseil ou est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à la façon dont on peut aborder le numérique avec les jeunes? Est-ce qu'il y a un conseil, quelque chose que vous pourriez donner aux personnes présentes aujourd'hui? Tu me regardes, ce que tu veux que je commence? Non, comme tu veux. Euh, c'est du remâcher de ce qu'on dit depuis le début, mais je crois que se mettre à l'écoute et essayer de partir de ses idées reçues, c'est un bon point de départ. Je pense que Nicolas l'a dit, le numérique, ça bouleverse un peu les codes dans le sens où on n'est pas sachant du numérique, que ce soit nous en tant qu'adultes, avec tous les guillemets que je peux mettre sur le mot adulte. On a tous des usages différents et même, enfin, je prends l'exemple avec Nicolas parce qu'il est à côté de moi. Nicolas et moi, on a un jour d'écart littéralement et pour autant, on n'a pas nécessairement les mêmes usages numériques. On va avoir des sujets d'information qui sont pas les mêmes. On ne va pas utiliser les mêmes plateformes et ça au sein d'une même tranche d'âge et d'un âge aussi proche. Donc, je pense qu'il faut aussi se dire que dans les jeunesses qu'on rencontre, dans les publics qu'on rencontre, il y a des tas d'usages différents et que des fois, c'est pas parce qu'un média traditionnel va faire un gros titre sur un usage de jeunes qui a été sélectionné et préférencié qu'on peut se dire que c'est un usage qui est très répandu et partagé. Et faut le questionner et voir avec eux. Mais j'enfonce une porte ouverte, mais je pense que c'est un cheval de mire à avoir en tête. Ok, Voilà, c'est super. merci. Et puis, non, moi je dirais, pour rebondir du coup sur Sophie, ce qu'elle disait, c'est oui, et puis surtout dans ces temps où on parle du coup du numérique, parfois on passe une porte aussi assez sensible et assez intime du coup avec les personnes. Et puis, s'ils commencent du coup à un peu libérer leur parole pour parler de ce qu'ils font sur le numérique, parce que faut se le dire, hein, pour beaucoup, il y en a beaucoup de jeunes et de moins jeunes, lorsque déjà on prend leur téléphone, c'est un peu leur journal intime à eux. Ils veulent absolument pas dire tout ce qu'ils veulent, enfin tout ce qu'ils font sur cet objet. Et donc, s'ils commencent à se libérer, bah, le tout, ce n'est surtout pas de juger du coup leur pratique numérique,
mais de leur poser pas mal de questions et puis peut-être juste d'essayer qu'ils se remettent du coup en question sur leur utilisation, mais surtout sans jugement. Puisque même si voilà, on a en face de nous un jeune alors c'est Mehdi qui l'a eu, mais qui a un temps de consommation d'écran de je sais plus combien 22 était heures. le 22 heures. Voilà le max que Mehdi a eu, donc 22 heures temps d'écran par jour. Donc c'était du coup pendant les vacances, et si je me trompe pas, les vacances scolaires. Le tout c'est pas du coup, alors c'était une jeune fille. Le tout c'est pas de la juger, mais c'est de lui dire bah ok. Sur ces 22 heures, qu'est-ce que tu as fait et pourquoi du coup tu as eu ce temps d'écran le tout ce n'est pas vraiment de juger mais surtout de comprendre pourquoi cette utilisation et peut-être du coup avec cet échange de créer du coup cet esprit critique sur cette utilisation. Voilà un peu le conseil. Ouais, et moi j'ai un conseil pratico-pratique, c'est quand vous êtes avec des jeunes, enfin, en fait on parle de jeunes, mais on peut le faire à tout le monde, c'est de leur demander est-ce qu'ils utilisent leur smartphone comme réveil, tout simplement. Et à partir de cette question-là, on a déjà beaucoup de réponses sur le temps d'utilisation, est-ce qu'ils regardent des vidéos, sur les lumières bleues, sur est-ce qu'ils répondent aux notifications la nuit et tout ça. Et donc, du coup, ce type de questions, ça donne une ouverture incroyable, en tout cas, sur la pratique et l'utilisation de tout à chacun, en tout cas sur le numérique. Donc, est-ce que vous utilisez votre smartphone comme réveil? Voilà. Ok, ben, un grand merci à vous trois. Et voilà, comme dit, on reste disponible pour échanger par la suite. N'hésitez pas et je vous souhaite un bon appétit et un bon après-midi.